Je remercie l'ACS et la CCI de m'avoir invité. J'étais enchantée parce que j'ai trouvé que c'était finalement quelque chose qu'on ne demandait pas trop, ou en tout cas, j'avais pas trop lu de choses dessus. Et en fait, finalement, ça m'a plutôt desservi parce qu'en effet, en bibliographie, quand je suis allée chercher le point de vue des soignants sur l'admission des patients de 80 ans en réa, eh ben, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, mon intervention ne présente aucun conflit d'intérêt. Et donc, le début de ma présentation va être un petit peu répétitif, donc je vais passer assez vite sur ces diapos-là. Excusez-moi. Ce sont donc les diapos du vieillissement de la population, ça on l'a dit et répété, avec donc un futur avec une grosse population de personnes âgées et très âgées, au-delà de 80 ans. Et donc ça c'est la même chose avec une courbe qui explique un petit peu l'évolution des choses, avec les impacts dus au déficit des naissances de la guerre ou au contraire à l'arrivée des générations issues du baby-boom. On voit ici trois scénarios possibles avec une espérance de vie haute, une espérance de vie basse et un scénario central. Mais dans tous les cas, dans les années dans une cinquantaine d'années, on voit très bien que la population âgée aura augmenté de façon exponentielle. Par ailleurs, où est-ce que meurent les gens actuellement? Puisque, hélas, quand on parle de ces personnes très âgées, on sait aussi qu'on se rapproche souvent de la fin. Eh bien, ces gens qui, dans certaines études, ont été interrogés et ont dit préférer mourir chez eux, eh bien finalement, c'est à l'hôpital qu'on meurt pour 60% des gens, et finalement, moins de 30% des gens meurent à domicile. Et ça, c'est une tendance qui perdure depuis les années 90. On voit que ça ne change pas. Donc voilà, on a parlé de l'admission de ces patients-là via les urgences pour l'AREA. Donc comment ça se passe? On en a reparlé aussi, tout ce qui est les critères d'admission. Donc bien entendu, les deux interventions précédentes de gens beaucoup plus aptes que moi à juger de ces critères ont présenté les principaux. Cette étude, qui est une étude d'une équipe suisse, montrait quand même que l'âge n'était pas le premier facteur discriminant pour une admission en réanimation, mais que c'était bien le pronostic et les diagnostics de l'épisode aigu et de toutes les comorbidités qui passaient en premier. Et on note dans cette étude-là aussi, en troisième position, les souhaits du patient. D'autres études en Europe ou en France, qui nous permettent de voir que quand même les admissions en réanimation des patients de 80 ans, selon les études, c'est entre 12 et 15% de nos patients, donc c'est pas rien. Et les principaux motifs de non-admission en réa, quand ils ne sont pas pris, les patients, c'est souvent parce qu'ils ont été jugés soit trop graves, soit pas assez graves, ou soit qu'il y a un refus du patient ou de sa famille pour le 10% des cas où c'est demandé. Ce qui nous mène à voir qu'en fait on sait que c'est assez dépendant, hôpital dépendant ou service dépendant, parce que c'est vrai qu'en fonction du nombre de lits disponibles en réanimation, ça change aussi la donne et l'admission. La non-admission en réanimation, finalement, c'est la première des limitations thérapeutiques pour les patients les plus graves. Et en fait, on considère trois données qui sont le bénéfice réel de l'AREA, ce que ça va pouvoir apporter au patient, sa volonté et l'état fonctionnel du patient, mais on l'a largement développé dans les interventions précédentes. Donc son état fonctionnel avant, dans l'année qui précède son admission, et l'état fonctionnel pronostique suite à une admission en réanimation. Donc je rejoins bien sûr le gériatre qui parlait juste avant moi. Tout ce qui est important, c'est d'organiser un parcours de soins avec une évaluation au préalable avant cette hospitalisation en réa ou pas, et une réponse rapide envisageable à l'aval de la réa, qui a très bien été mis en place, donc on l'a vu dans la présentation précédente, à la Pitié-Salpêtrière, avec cette gestion des patients de gériatrie immédiatement en post-réa et post-opératoire d'orthopédie. Et ensuite, bien sûr, il faut quand même continuer la prise en charge urgente et complexe avec la multimorbidité qu'on a déjà évoquée et le maintien de l'autonomie au décours, ou en tout cas la meilleure autonomie que l'on puisse envisager. La mortalité du patient très âgé en réanimation, eh bien, selon les études, elle est de 29 à 38% au sein des services, mais finalement, quand on se penche sur ces études qui montrent l'évolution à 1 an après la sortie de l'hôpital, du service, on se rend compte que certaines études vont même jusqu'à trouver 70% de patients qui sont décédés.
y a-t-il des facteurs pronostiques? Donc ça, c'est l'étude dont a parlé Maïté Garousse tout à l'heure et qu'a repris aussi le gériatre ensuite. Donc sur ces trajectoires en fonction de l'état du patient dans l'année qui précède l'hospitalisation. Et donc, je ne vais pas revenir sur les résultats, mais qui montrent que, évidemment, la mortalité est en lien et en tout cas, il y a forcément une dégradation de l'état fonctionnel. Ça avait été montré aussi dans une étude un peu plus ancienne de chez nous, à Marseille, du professeur Roch, qui avait mis en évidence que la gravité de la pathologie d'entrée influençait la mortalité des patients de plus de 80 ans et que même si 50% des patients étaient vivants à 2 ans dans cette étude-là, la mortalité était quand même augmentée par rapport à la population générale et de toute façon, on retrouvait une capacité physique très altérée chez ceux qui survivaient. C'est un petit peu finalement répétitif avec les études plus récentes, mais c'était peut-être les prémices de ce qu'on commençait à étudier. Peut-être qu'avant d'entrer en réanimation, il faut juste accepter le principe de l'achèvement de la vie et du respect de la dignité du patient. Ça, c'est pour répondre un petit peu à la question de l'avis du soignant. Parce que le point de vue du soignant, finalement, en quoi diffère-t-il de celui des médecins? C'était la question de base de cette présentation. Je dirais qu'on n'a pas tout à fait le même regard, mais quels sont nos critères à nous, soignants? Eh bien, en fait, dès le début de notre formation, on nous propose une notion holistique de la prise en charge du patient. On remercie Virginia Anderson et ses besoins fondamentaux. Et donc, c'est-à-dire une prise en charge globale du patient et de ses besoins fondamentaux. Dans ses besoins fondamentaux, on va retrouver ce qui est sa vie, en fait, ses proches, sa façon de se réaliser, mais aussi ses convictions, tout ce qui fait qu'il est la personne qu'il est. Peut-être que ça fait quand même partie intégrante de notre profession à nous infirmières et que du coup, quand on va recevoir les patients de réanimation, on se dit que peut-être il y a des choses qui viennent à nos yeux qui ne sont pas venues tout de suite aux yeux des médecins, qui sont bien entendu sur ce qui se passe en aigu et qui est le plus important à envisager immédiatement. Ce qui fait que des fois, finalement, quand on nous annonce ces entrées de patients de 85 ou 90 ans, le premier réflexe des soignants, avant même que le patient soit là, c'est plutôt de protester et de râler entre nous en disant « Oh mais non, pas un vieux comme ça, etc. » Alors qu'en fait, dès que le patient arrive, on oublie tout à fait ce genre de raisonnement et on va s'atteler à faire tout ce qu'on attend de nous et tout en maintenant le patient dans une position le plus confortable possible. La Société de réanimation de langue française donc avait créé un référentiel de compétences il y a quelques années pour l'infirmière en réanimation parce que finalement, cette infirmière de réanimation que nous sommes, on a quand même une spécificité et qui n'est pas forcément la plus drôle, c'est que quand même on côtoie des situations très difficiles avec des décès fréquents. Le professeur Azoulay avait écrit ce texte-là et qui disait que quand bon nombre d'unités hospitalières n'appréhendent presque pas la mort, une infirmière de réanimation encadre un décès par semaine. Dans le même temps, un médecin en encadre en moyenne 2, et la mort est donc affrontée au quotidien. Et ça, c'est vraiment votre quotidien, notre quotidien, le quotidien de l'équipe de Réa. Cette image aussi pour illustrer la vision du soignant. C'est un médecin américain qui s'est posé quelques jours auprès de ses patients et qui a chronométré vraiment à la minute le temps que passait chaque intervenant autour des patients. Et finalement, ça semble peut-être un petit peu évident, mais c'est la personne qui est au chevet du patient vraiment 50% du temps, c'est l'infirmière. Le praticien étant 9% du temps présent. Et en fait, c'est pour cela, je pense, qu'on crée ce lien que peut-être les médecins ne créent pas tout de suite, en tout cas d'une autre façon. C'est-à-dire que nous, on est dans le prendre soin et dans le soin. Alors de plus en plus, avec le travail d'équipe qui se développe heureusement dans nos services, c'est vrai que ces deux notions deviennent de plus en plus proches et ne sont plus soigner pour le médecin et prendre soin pour les soignants. Mais quand même, c'est vrai que nous, notre présence soignante auprès du patient, tout de suite, dès qu'il arrive, eh bien, on va entrer dans son intimité, et dans son intimité la plus proche, puisque on va parler du corps, du toucher. On va commencer par déshabiller, faire les chants s'il faut équiper la personne, etc. Cette pauvre personne, quelle qu'elle soit, mais encore plus déstabilisée dans le vieillage, puisque il y a un maximum de stress, il y a une perte de repère totale. On se retrouve dans un milieu qui est quand même plutôt un milieu hostile. Et puis, en plus, on n'a même pas ses proches autour de soi dans un premier temps.
Et nous, les soignants, nous sommes donc en contact direct avec ce corps qui est un corps d'une personne très âgée, donc avec une peau qui est différente quand même de ce qu'on peut avoir sur des corps plus jeunes, parfois des peaux abîmées, et on est dans la réassurance et l'échange plus, donc de la discussion, et voilà. Et donc finalement, comme on commence par parler beaucoup avec ce patient dont on est un petit peu le repère tout de suite, eh bien il se crée un lien qui après, nous, dans notre prise en charge soignante, va croître et surtout va donner une consonance particulière. C'est une entrée provisoire mais franche dans la dynamique de vie du patient. Dans sa dynamique de vie, il y a aussi ses proches et finalement c'est aussi avec eux qu'on va passer du temps parce que quand ils auront rencontré les médecins au décours de l'entretien, finalement après quand ils vont passer du temps avec leurs proches dans la chambre, c'est avec nous qu'ils vont beaucoup parler, beaucoup échanger et puis aussi ils notent quand même notre présence auprès de leurs proches et donc on est un peu une personne pivot. On est plein d'empathie et on veille à leur confort puisque ça aussi ce sont quand même des maîtres mots de notre prise en charge. Bien entendu, l'approche du soignant, qu'il soit, je pense, médecin ou paramédical, elle est différente en fonction de l'âge. C'est évident que sur un patient d'une vingtaine d'années, rien ne nous semblera trop, rien ne nous semblera aller trop loin, trop vite ou quelque chose comme ça. Pour la personne âgée, son état physique, mais aussi son état cognitif, va déjà nous mettre un petit peu des barrières. On n'est pas prêt à faire les mêmes choses. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a, c'est même sûr, c'est quelque chose qu'on a besoin de partager avec l'équipe médicale. Est-ce plus simple pour autant? Finalement, est-ce qu'on peut se dire, ben voilà, 80 ans, on y arrive, on n'y arrive pas, ben tant pis, hein. En fait, pas du tout. Notre questionnement à nous, soignants, c'est vraiment de se dire, mais jusqu'où on va et comment et pourquoi? C'est vrai qu'on a vu que le niveau de décès était important chez ces patients-là et finalement, quand arrive le moment où le patient est décédé, que les médecins ont fini de faire tout ce qui allait avec, donc l'encadrement de la famille, bien entendu, mais aussi l'administratif, etc. Nous, il nous reste du temps à passer avec ce patient. Il nous reste pas mal de temps. Il nous reste cette toilette mortuaire à faire. Il nous reste ce contact à ce corps. Et finalement, des fois, il a beaucoup souffert. Il est déformé. Il y a des escarres ou pas, des choses comme ça. Et on va rendre un patient à sa famille que l'on trouve qui ressemble pas tellement à celui qu'ils ont connu. Et ça, c'est dans ces moments-là que nous, on se pose la question de se dire, mince, est-ce qu'on aurait vraiment dû aller aussi loin? Et voilà. C'est pour ça que nous avons besoin de communiquer en équipe pluridisciplinaire, de faire part de nos ressentis face à la dégradation physique et à l'atteinte de l'enveloppe corporelle. Sûrement qu'on peut être un garde-fou pour ne pas aller trop loin, parce que, en tout cas, en parlant avec des médecins de mon service, c'est vrai qu'ils me disaient que souvent, quand on organise nos réunions éthiques, la première sonnette d'alarme que donnent les soignants, c'est vraiment ça, c'est l'enveloppe corporelle. Donc, parfois, et à très juste titre, ils nous disent « non mais attention là », on ne peut pas s'attacher qu'à ça parce que finalement la pathologie sous-jacente, elle est réversible. Mais en tout cas, c'est bien la preuve qu'ensemble, on peut échanger et faire évoluer la prise en charge. Voilà. Et puis, tout ça, tous ces décès, toute cette prise en charge, c'est quelque chose de fatigant, d'usant. Et le besoin principal des soignants, finalement, c'est l'encadrement de la prise en charge, c'est savoir quelles options thérapeutiques on va avoir et jusqu'où on va aller. Et c'est pour ça que les limitations thérapeutiques dans le schéma de nos journées et de la prise en charge des patients très âgés, c'est quelque chose d'important. Je parle ici donc d'une étude sur la perception de soins inappropriés. Finalement, c'est une étude qui a été réalisée auprès d'équipes européennes et israéliennes et qui montrait que pour une IDE qui avait en charge à peu près 2 patients et un médecin qui en avait 6 en réanimation, eh bien 25 et 32% respectivement des personnes trouvaient qu'ils offraient des soins inappropriés, c'est-à-dire qu'ils donnaient des soins qui ne correspondaient pas à leurs valeurs et surtout ils les trouvaient, à 65% d'entre eux, les trouvaient disproportionnés et pour 89% excessifs. Donc, ce sont des facteurs indépendamment associés aux soins inappropriés. La décision des soins prise par le médecin seul, non partagée avec l'IDE, c'est quelque chose qui ressortait de cette étude aussi. C'est pour ça que je vous parlais de collégialité. Et il ressortait même une relation entre les soins inappropriés et le désir de quitter ce métier. Il y a quelques années, je faisais partie de la CCI, donc du congrès infirmier de la SRLF, et nous avions mené une enquête sur la limitation et les arrêts des thérapeutiques suite à la première étude du professeur Ferrand qui avait mis en évidence
des discordes en fait au sein de l'équipe médicale et paramédicale. Et puis il y avait eu en 2005 la loi Leonetti qui est en cours de révision donc, et on a mené en 2009 cette enquête sur la limitation et l'arrêt des traitements en réanimation adulte. Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement, que ce soit les médecins ou les paramédicaux, les premiers sentiments qui ressortent après un arrêt des traitements, ce sont les sentiments de tristesse, de soulagement, mais aussi un sentiment d'échec. L'implication des soignants, pareil, c'était rassurant de voir que finalement médecins et infirmières avaient les mêmes préoccupations et c'était le premier rang était occupé par l'absence de stratégie curative possible et puis rapidement les souhaits du patient, les directives anticipées si elles existaient, hélas on le sait, elles existent très rarement, et puis l'altération antérieure sévère des fonctions cognitives et la qualité de vie relationnelle. Donc on voit que on était tous d'accord pour envisager les mêmes choses. Tout ça pour dire que même si on a quelques discordes des fois peut-être sur le processus décisionnel, en moyenne on avait montré aussi que 60 à 70% des infirmiers de toute façon adhéraient complètement à l'idée des thérapeutiques menées par les médecins. C'était plus une histoire de communication et autour de la décision. Quand on parlait de l'implication des soignants, donc quand on en parle aux infirmières, donc ce sont les colonnes bleues, est-ce qu'elles sont vraiment bien impliquées dans le processus décisionnel? Elles pensent que non. Les médecins qui sont en bleu clair pensent que oui. Est-ce qu'elles ressentent une obstination déraisonnable? Eh bien, à 20% d'entre elles, oui, alors que 10% seulement pour les médecins. Et est-ce qu'elles osent s'exprimer? Par contre, pas du tout. Enfin, en tout cas, 40% d'entre elles, un peu plus de 40% s'expriment, alors que les médecins pensent qu'il y en a plus de 80 qui s'expriment. Voilà. Quant au niveau de la prise de décision pure, pour toujours les LAT, eh bien, pour les soignants et paramédicaux, c'est une évidence à 90% d'entre eux que ça se fait avec l'accord et même sur la décision du médecin en charge du patient, alors qu'elles se sentent considérées par la décision pour 34% d'entre elles, alors que les médecins, eux, pensent pour 70% qu'elles sont concernées et que oui, on fait appel à elles. Cette absence de collégialité, ça a été montré dans les études BOSREA et aussi d'autres études menées par Elie Azoulay. Ça mène au conflit, à l'épuisement professionnel. Ce conflit, on retrouvait dans l'étude de Conflicus qu'il y avait ce défaut de communication autour de la fin de vie avec une absence de staff, le problème de processus décisionnel et l'absence de soutien psychologique. Tout ça, finalement, autour de ces morts récurrentes et en nombre assez important auxquelles nous faisons face dans nos services. Ça, ce sont les études BOSREA. Donc, tout ça pour dire qu'on avait quand même dégagé des stratégies préventives qui étaient les groupes de travail, les stratégies de communication qui encadrent la fin de vie. Et je crois que dans beaucoup de services ont été mis en place des réunions éthiques médicaux et paramédicaux. Et aussi, c'est dans ces années-là que sont nées les feuilles de mise en limitation et avec la participation pluridisciplinaire sur ces moments et ces actes. Pour les infirmières de réa, ce qui était vraiment lourd et qui poussait au syndrome d'épuisement professionnel, c'était essentiellement l'organisation des unités du travail et puis la prise en charge de la fin de vie. Voilà. Les facteurs spécifiques de la profession infirmière, ce sont donc, je vous l'ai déjà dit, la mort et la morbidité du patient, l'incertitude à l'égard du traitement, la préparation insuffisante des infirmières à répondre aux demandes des patients et de leurs familles. Ce sont une étude qui date un petit peu, donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a beaucoup progressé sur ces points-là. Et en conclusion, donc, comme le patient âgé sera de plus en plus présent dans nos services, il est primordial de mettre en place des stratégies de prise en charge pluridisciplinaires, sûrement d'écouter vraiment attentivement tous les acteurs de la prise en charge, de créer une communication dynamique au sein des équipes. Et puis, si vous avez écouté la conférence de Prestige d'hier, la personne qui était là pour parler de la loi Leonetti et de son évolution disait que les soignants peuvent être une aide pour mieux dépister la situation déraisonnable, que ça peut être aussi une vigie contre l'acharnement thérapeutique et que la solution, c'est sûrement la pluriprofessionnalité dans la collégialité. Merci beaucoup.